Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. Quand je définis une table, comme le fait le dictionnaire, plateau horizontal soutenu par 3 ou 4 supports et sur lequel on peut manger, écrire, etc. J'ai le sentiment d'atteindre l'essence de la table et je me désintéresse de tous les accidents dont elle peut s'accompagner, forme des pieds, style des moulures, etc. Mais ce n'est pas là percevoir, c'est définir. Quand au contraire je perçois une table, je ne me désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table. Et c'est la façon chaque fois singulière dont elle porte son tableau, ou son plateau, veux-je dire. C'est le mouvement unique, depuis les pieds jusqu'au plateau qu'elle oppose à la pesanteur. Voilà ce qui m'intéresse et qui fait chaque table distincte de toutes les autres. Il n'y a pas de détail ici. Fibre du bois, forme des pieds, couleur même et âge de ce bois, graffiti ou écorchure qui marque cet âge, rien qui soit insignifiant, et la signification table ne m'intéresse qu'autant qu'elle émerge de tous les détails qui l'incarnent. Or, si je me mets à l'école de la perception, je me trouve prêt à comprendre l'œuvre d'art, car elle est, elle aussi, une totalité charnelle, où la signification n'est pas libre, pour ainsi dire, mais liée, captive de tous les signes, de tous les détails qui me la manifestent. De sorte que, comme la chose perçue, l'œuvre d'art se voit ou s'entend, et qu'aucune définition, aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup à titre d'inventaire, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et directe que j'en prends. Cela n'est pas si évident d'abord, car enfin, la plupart du temps, un tableau représente, comme on dit, des objets. Souvent, un portrait représente quelqu'un dont le peintre nous donne le nom. Après tout, pourrait-on dire, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches indicatrices dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie ou vers le quai, ou encore à ces photographies exactes qui nous permettent d'examiner l'objet en son absence et en retiennent tout l'essentiel. Si c'était vrai, le but de la peinture serait le trompe-l'œil, et sa signification serait toute hors du tableau, dans les choses qu'il représente, dans le sujet. Mais c'est précisément contre cette conception que toute peinture valable s'est constituée et que les peintres luttent très consciemment depuis 100 ans au moins. D'après Joachim Gasquet, Cézanne disait que le peintre saisit un fragment de nature et le rend peinture absolument. Il y a 30 ans, Braque écrivait plus clairement encore que la peinture ne cherche pas à reconstituer un fait anecdotique, mais à constituer un fait pictural. La peinture n'est pas une imitation du monde, mais un monde pour soi. Et cela veut dire que dans l'expérience d'un tableau, il n'y a aucun renvoi à la chose naturelle. Dans l'expérience esthétique du portrait, aucune mention de sa ressemblance au modèle réel. Ceux qui commandent des portraits les veulent souvent ressemblants, mais c'est qu'ils ont plus de gloriole que d'amour de la peinture. Même quand il travaille sur des objets réels, le but du peintre n'est jamais d'évoquer l'objet même, mais de fabriquer sur la toile un spectacle qui se suffit. La distinction souvent faite entre le sujet du tableau et la manière du peintre n'est pas légitime, parce que, pour l'artiste, tout le sujet est dans la manière dont le raisin, la pipe ou le paquet de tabac sont constitués par le peintre sur la toile. Voulons-nous dire qu'en art, la forme seule importe et non ce qu'on dit? Nullement. Nous voulons dire que la forme est le fond. Ce qu'on dit et la manière dont on le dit ne sauraient exister à part. Nous nous bornons en somme à constater cette évidence, que si je peux me représenter d'une manière suffisante, au moins dans ses traits généraux, d'après sa fonction, un objet ou un outil que je n'ai jamais vu, par contre, les meilleures analyses ne peuvent me donner le soupçon de ce qu'est une peinture dont je n'ai jamais vu aucun exemplaire. Il ne s'agit donc pas, en présence d'un tableau, de multiplier les références au sujet, à la circonstance historique s'il en est une qui est à l'origine du tableau. Il s'agit, comme dans la perception des choses mêmes, de contempler, de percevoir le tableau, selon les indications muettes de toutes parts que me donnent les traces de peinture déposées sur la toile. Jusqu'à ce que toutes, sans discours et sans raisonnement, se composent en une organisation stricte où l'on sent bien que rien n'est arbitraire, même si l'on est hors d'état d'en rendre raison.
Le cinéma n'a pas encore produit beaucoup d'ouvrages qui soient de part en part œuvres d'art. L'engouement pour les vedettes, le sensationnel des changements de plan ou des péripéties, l'intervention des belles photographies ou celle d'un dialogue spirituel sont pour le film autant de tentations où il risque de s'engluer. Il trouve alors le succès en omettant les moyens d'expression les plus propres au cinéma. Malgré toutes ces circonstances qui font qu'on n'a guère vu jusqu'ici de film qui soit pleinement film, on peut entrevoir ce que serait un tel ouvrage, et l'on va voir que comme toute œuvre d'art, il serait encore quelque chose que l'on perçoit. Car ce qui peut constituer la beauté cinématographique, ce n'est ni l'histoire en elle-même, que la prose raconterait très bien, ni, à plus forte raison, les idées qu'elle peut suggérer, ni enfin ses tics, ses manies, ses procédés par lesquels un metteur en scène se fait reconnaître et qui n'ont pas plus d'importance décisive que les mots favoris d'un écrivain. Ce qui compte, c'est le choix des épisodes représentés et, dans chacun d'eux, le choix des vues que l'on fera figurer dans le film, la longueur donnée respectivement à chacun de ces éléments, l'ordre dans lequel on choisit de les présenter, le son ou les paroles dont on décide ou non de les accompagner. Tout cela constituant un certain rythme cinématographique global. Quand notre expérience du cinéma sera plus longue, on pourra élaborer une sorte de logique du cinéma, ou même de grammaire et de stylistique du cinéma, qui nous indiqueront, d'après l'expérience des ouvrages faits, la valeur à donner à chaque élément dans une structure d'ensemble typique pour qu'il s'y insère sans heurts. Mais, comme toutes les règles en matière d'art, celles-ci ne serviront jamais qu'à expliciter les rapports déjà existants dans les œuvres réussies ou à en inspirer d'honnêtes. Alors, comme maintenant, les créateurs auront toujours à trouver sans guide des ensembles nouveaux. Alors, comme maintenant, le spectateur éprouvera, sans en former une idée claire, l'unité et la nécessité du développement temporel dans une œuvre belle. Alors, comme maintenant, l'ouvrage laissera dans son esprit non pas une somme de recettes, mais une image rayonnante, un rythme. Alors, comme maintenant, l'expérience cinématographique sera perception. La musique nous fournirait un exemple trop facile, et auquel, pour cette raison même, nous ne voulons pas nous arrêter. Impossible ici, de toute évidence, d'imaginer que l'art renvoie à autre chose que lui-même. La musique à programme, qui nous décrit un orage ou même une tristesse, est l'exception. Ici, nous sommes incontestablement en présence d'un art qui ne parle pas. Et cependant, il s'en faut bien qu'une musique ne soit qu'un agrégat de sensations sonores. À travers les sons, nous voyons apparaître une phrase, et de phrase en phrase un ensemble, et enfin, comme disait Proust, le monde d'un musicien, qui est lui-même, dans le grand monde de la musique possible, la région Debussy ou le royaume Bach. Rien à faire ici que d'écouter, sans retour sur nous-mêmes, nos souvenirs, nos sentiments, comme la perception regarde les choses mêmes sans y mêler nos rêves. On peut enfin dire quelque chose d'analogue de la littérature, quoique cela ait été souvent contesté, parce que la littérature emploie les mots qui sont aussi faits pour signifier les choses naturelles. Il y a longtemps déjà que Mallarmé a distingué l'usage poétique du langage du bavardage quotidien. Le bavard ne nomme les choses que juste assez pour les indiquer brièvement, pour signifier de quoi il s'agit. Au contraire, le poète, selon Mallarmé, remplace la désignation commune des choses, qui les donne comme bien connues, par un genre d'expression qui nous décrit la structure essentielle de la chose sans nous donner son nom, et nous force ainsi à entrer en elle. On trouve chez Mallarmé la conscience la plus nette de la poésie comme entièrement portée par le langage, sans référence directe au monde même, ni à la vérité prosaïque, ni à la raison, par conséquent comme une création de la parole qui ne saurait être complètement traduite en idée. Et comme la poésie, ainsi que le diront plus tard Henri Brémond et Valéry, n'est pas d'abord significative d'idées ou signifiante, Mallarmé et plus tard Valéry refusent d'approuver ou de désapprouver tout commentaire prosaïque de leur poème. Dans le poème, comme dans une chose perçue, on ne peut séparer le fond et la forme, ce qui est présenté et la manière dont il se présente au regard. Des auteurs comme Maurice Blanchot aujourd'hui se demandent s'il ne faudrait pas étendre au roman et à la littérature en général ce que Mallarmé disait de la poésie.
Un roman réussi existe, non comme somme d'idées ou de thèses, mais à la manière d'une chose sensible et d'une chose en mouvement, qu'il s'agit de percevoir dans son développement temporel, dont il s'agit d'épouser le rythme, et qui laisse dans le souvenir, plutôt qu'un ensemble d'idées, l'emblème et le monogramme sensible de ces idées. Si ces remarques sont justes, et s'il est vrai que l'œuvre d'art se perçoit, une philosophie de la perception se trouve délivrée de malentendus qu'on pourrait lui opposer comme des objections. Le monde perçu, ce n'est pas seulement l'ensemble des choses naturelles, c'est aussi les tableaux, les musiques, les livres, tout ce que les philosophes allemands appellent monde culturel. Loin que, en nous enfonçant dans le monde perçu, nous ayons rétréci notre horizon, loin que nous nous soyons limités aux cailloux ou à l'eau, nous avons retrouvé le moyen de contempler dans leur autonomie et dans leur richesse originelle les ouvrages de l'art, de la parole et de la culture.